Bonjour à tous. Cette vidéo a pour objectif de réviser les contenus travaillés avec vos professeurs d'enseignement professionnel concernant les céréales et leurs dérivés. Donc, nous allons faire un rappel global sur les céréales et en particulier sur les deux céréales principales, le blé et le riz. Pour commencer, un rappel essentiel, la définition d'une céréale. Donc, une céréale, c'est une plante cultivée principalement pour ses grains et qui va être utilisée en alimentation humaine et animale. Comme je vous le disais tout à l'heure, les céréales les plus utilisées en France, sont le blé, dont on va parler plus précisément, et le riz. Alors bien sûr, dans une moindre mesure, sont consommées aussi d'autres céréales, le maïs, l'avoine, le seigle, le sarrasin et le millet, et encore d'autres. De manière générale, que nous apportent les céréales, c'est-à-dire quels sont les apports nutritionnels de ces aliments? Tout d'abord, cette catégorie d'aliments nous apporte des fibres. Donc les fibres qui vont jouer un rôle important pour notre transit. Ces céréales nous apportent également des vitamines, principalement du groupe B, de l'eau, elles sont composées d'eau, des minéraux essentiels et également des protéines végétales, donc les protéines qui vont participer pour nous apporter de l'énergie, et encore un autre apport en énergie, les glucides à partir de l'amidon. Développons pour commencer la céréale qu'est le blé. Alors avec le blé, nous pouvons faire plusieurs catégories d'aliments. Tout d'abord, les farines, l'utilisation principale du blé pour par exemple faire du pain, des biscottes, des pâtisseries. Le blé est également utilisé pour les semoules. Alors les semoules sont utilisées pour les potages, les entremets, le couscous, les pâtes alimentaires. Et enfin, bien sûr, les céréales pour le petit déjeuner. Le blé évolue du semis jusqu'à la moisson, en passant par plusieurs étapes. En octobre-novembre par la germination, puis la levée 10 jours après, ensuite le taillage vers mars-avril, la montaison, les piaisons et enfin la maturation. Alors en France, la majorité des semis en blé tendre sont des blés qu'on appelle des blés d'hiver. Les agriculteurs sèment les surfaces en octobre-novembre. Certains agriculteurs sèmeront cependant du blé alternatif, c'est-à-dire du blé qui sera semé en février ou du blé de printemps en avril. Mais dans tous les cas, le blé sera toujours récolté en juin-juillet. Observons maintenant un peu la composition du blé. Le grain de blé est composé de 3 parties principales. L'albumène, ou aussi appelé amande, qui va contenir l'amidon et le gluten. Ensuite, bien sûr, il y a l'enveloppe qu'on enlèvera le plus souvent pour récupérer ce qui s'appellera le son. Et enfin ici, l'embryon, aussi appelé germe. Alors, ce grain de blé, va donc apporter différents éléments comme on l'a vu tout à l'heure. Principalement donc l'amidon qui est contenu, comme on l'a dit tout de suite, dans l'amande, à 65 jusqu'à 70%, mais aussi des matières minérales à 2,1%, de l'eau entre 13 et 16%, des protéines 10 à 13%, et également des sucres simples en petite quantité, qui sont aussi là, avec des traces de vitamines. Si l'on observe ici, encore une fois, le grain de blé, on repère les différentes parties
énumérées tout à l'heure, avec en plus ici la brosse. Et partie très intéressante, ce tableau qui vous indique la répartition. Donc on voit que dans l'enveloppe qu'on appelle donc le son, eh bien il y a principalement des glucides, mais on trouve aussi des protéines, très légèrement de lipides, des fibres de façon plus importante, et également du fer avec 59% des apports journaliers dont on a besoin. L'albumène, donc la partie amande, va être principalement constituée de glucides, aucun lipide, quelques protéines, et le germe, lui aussi, plus riche en glucides, mais également en protéines, en lipides, quelques fibres, et vous remarquerez que son contenu aussi, comme on l'a indiqué tout à l'heure, des vitamines. Alors toutes ces indications sont en grammes pour 100 grammes. Il existe deux types de blé, le blé tendre et le blé dur, qui se reconnaissent à leur épi. C'est l'épi qui fait une réelle différence. Le blé tendre sera plutôt utilisé pour fabriquer le pain et les produits de biscuiterie. Quant au blé dur, il sera plutôt utilisé pour faire la semoule, ou bien les pâtes ou le boulgour. Le grain de blé dont nous venons de parler va être broyé pour ensuite obtenir de la farine. Alors la mouture, c'est un terme qu'il faut que vous connaissiez, c'est l'opération qui va consister à réduire justement en farine des grains de céréales. Alors, il existe des critères de qualité pour la farine. Quand on observe une farine, eh bien, il faut que son aspect soit blanc crémeux, sans grumeaux, et qu'au toucher, eh bien, on puisse voir que la farine est bien sèche. Au niveau odeur, même chose, il faut qu'elle soit fraîche. Une farine qui n'est pas conservée dans de bonnes conditions, eh bien, va prendre l'humidité et aura tendance à avoir une odeur de moisi. Enfin, au niveau conservation, eh bien, la farine doit être conservée à température ambiante et à l'abri de l'humidité, c'est-à-dire en réserve sèche, comme lorsque vous êtes en cuisine collective, vous trouvez la farine en zone de denrée. Les farines sont classées en plusieurs types. Donc, le type est indiqué de façon très logique par la lettre T. Et derrière cette lettre T, il y a un nombre d'indiqués qui représente la quantité de son dans la farine. Donc, la T45 et la T55 qu'on utilise le plus souvent, eh bien, ce sont deux farines appelées farines blanches. La différence entre ces farines, eh bien, s'explique par la quantité de son. Donc, sur le paquet, vous avez toujours une indication type 45 ici, type 55. Plus le nombre est élevé, plus vous avez de son dans la farine. La T45 contient donc moins de son, elle est donc plus pure et contient donc plus de gluten que la T55. C'est pour cela qu'elle va être plus adaptée à la pâtisserie, car il faut savoir que le gluten est une protéine qui va justement apporter de l'élasticité et de la liaison à votre préparation. Donc, cette petite protéine est essentielle et donc vous en trouverez plus dans la T45. Donc, par exemple, pour faire vos pâtisseries, pour faire votre pâte à crêpes ou pour faire ici une béchamel. La farine T55 est plus souvent utilisée, elle, en boulangerie, principalement pour le pain, mais aussi pour les pâtes, pâte à tarte par exemple, justement parce qu'elle contient cette fois moins de gluten et donc moins d'élasticité, ce qu'on recherche plutôt pour ce type de préparation. Donc ici, le pain et également les pâtes, comme ici une pâte pour quiche. Alors, nous avons évoqué le fait qu'à partir du blé, nous pouvions faire de la farine, mais bien sûr, une autre utilisation importante, ce sont les pâtes alimentaires. Alors, il existe différentes formes, différentes compositions de pâtes alimentaires. Elles peuvent être composées exclusivement de farine de blé, mais on peut aussi y ajouter des œufs. Donc, chaque type de pâte est souvent associé à une préparation particulière, puisque chaque pâte va avoir un temps de cuisson particulier, une consistance particulière, une capacité à retenir la sauce. Ça, c'est un élément important. Quand on va faire des pâtes avec de la sauce, on utilisera des pâtes différentes.
et également la facilité avec laquelle on pourra les manger. Alors, on vient de parler de la forme des pâtes, mais encore plus que la forme, l'aspect de surface de la pâte va jouer aussi un rôle pour accrocher la sauce. Donc, la qualité de la semoule et du blé qui va la composer va entrer en jeu. Plus la surface va être rugueuse, donc par exemple comme la base de semoule, et plus la pâte va accrocher la sauce. Alors, on peut classer les pâtes dans des catégories principales. Alors, bien sûr, il y a les pâtes longues par opposition aux pâtes courtes. Donc, un exemple de pâtes longues, les spaghettis, qu'on peut aussi classer dans les pâtes rondes. Il y a les pâtes farcies. Alors, dans les pâtes que l'on peut farcir, il y a les lasagnes, bien connues, les cannelloni et les raviolis. Alors, il faut savoir que les lasagnes sont des pâtes plates, hein. Enfin, il y a aussi les pâtes à potage, bien connues comme le vermicelle. Alors, le vermicelle qui, tout comme le spaghetti, est une pâte ronde. Les rubans, comme la tagliatelle. Les tubes. Alors, dans les tubes, donc ce sont les pâtes creuses, il y a les coquillettes, par exemple, les macaronis. Et enfin, il y a des pâtes aussi avec des formes fantaisie. Donc, en synthèse, 1, 2, 3, 4, 5 types de pâtes principaux et également les formes fantaisie qui s'ajoutent. D'un point de vue conservation, eh bien, tout comme la farine, les pâtes alimentaires vont se conserver en réserve sèche. Ensuite, eh bien, au niveau mode d'emploi, eh bien, les pâtes se préparent avec une cuisson dans l'eau salée bouillante. Le temps de cuisson, comme on l'a dit tout à l'heure, est variable. Il dépend du type de pâte et de la texture aussi que l'on souhaite. Vous entendez parfois parler de pâte al dente. Eh bien, tout dépend du temps de cuisson. Ce temps est indiqué sur l'emballage des pâtes. Pour le plaisir, si certains veulent faire un arrêt sur image, voici la recette proposée par Marmiton pour les pâtes à la carbonara. Donc une recette pour 4 personnes avec comme ingrédients 500 g de pâtes, 50 centilitres de crème fraîche, 3 jaunes d'œufs, une pincée de sel, du poivre, 250 g de lardons selon la préférence et un oignon. En termes de préparation, eh bien, vous aurez juste à suivre le protocole. Le temps total est de 20 minutes, c'est une préparation rapide. Bien sûr, avec une cuisson de pâtes dans un grand volume d'eau bouillante, comme on l'a dit, et salée. Et puis, pour la suite, je vous laisserai découvrir, mais en principe, vous maîtrisez bien ce type de préparation. Tout comme nous avons présenté le blé, et bien maintenant, nous allons évoquer le riz, une autre céréale. Donc, le riz, eh bien, de la même manière que le blé, il existe plusieurs catégories d'aliments à partir du riz. Alors, déjà, nous avons 3 types de riz principaux, le riz blanc, le riz brun et le riz complet. À partir du riz, eh bien, il est également possible de faire des farines, comme l'amidon de riz. Et tout comme le blé, il pourra être utilisé comme céréale pour le petit déjeuner. Il existe donc 3 grandes variétés de riz. Tout d'abord, les riz parfumés naturellement. Donc, les plus connus, le riz basmati, qui vient du Pakistan ou de l'Inde, et le riz thaï, qui vient de Thaïlande. Alors, les caractéristiques du riz basmati, c'est un riz dont le grain est long et ferme et léger. Et le riz thaï, même chose, un grain long et fin et très moelleux. Alors, il faut savoir que ces riz, en général, sont des riz très blancs. Alors, il existe aussi du riz basmati complet un peu plus foncé, mais ce sont tout de même des riz caractérisés par leur blancheur. Ensuite, eh bien, il existe aussi le riz sauvage. Donc, lui qui va avoir un très long grain, couleur noire, ferme, et on parlera d'un parfum de noisette. Alors, le riz sauvage vient souvent des grands lacs du nord de l'Amérique. Enfin, le riz rouge, donc lui qui a un grain charnu et rouge, est reconnu pour son croquant. Il a une texture ferme. Il est souvent cultivé en Camargue. Alors on peut faire de la même manière une classification des riz en fonction bien, de la taille de leur grain. On aura le riz long, le riz demi-long et le riz rond.
Le riz long, dont la taille sera supérieure à 3,1 mm et qui sera utilisé principalement pour les salades, les hors-d'œuvre et les accompagnements. Le riz demi-long, donc entre 2 et 3 mm, eh bien, le riz demi-long va être utilisé pour les potages et les entremets. Enfin, le riz rond, qu'on connaît bien pour les desserts, dont la taille est donc inférieure à 2 mm et qui va être utilisé pour les potages, mais également pour les sushis, les risottos, les puddings et les entremets. Comme pour le blé, on peut observer le grain de riz, donc avec ses couches externes, donc les couches externes qui sont riches en protéines, en vitamines et en lipides, et le cœur du grain qui lui va être riche en amidon comme pour le blé. Donc ici, eh bien, vous voyez que les couches externes eh bien, sont composées, ici on voit du péricarpe, c'est la paroi du fruit, et du tégument, la paroi de la graine. Donc vous voyez ici les deux petites couches qui sont là. Et à l'intérieur, l'albumène et l'embryon comme sur le grain de blé. Alors le riz, eh bien, va subir des transformations. Ici, eh bien, on voit du riz complet. Donc, ce qu'on appelle du riz complet, eh bien, c'est du riz avant polissage. En quoi consiste le polissage? Eh bien, lorsqu'on dit qu'on va polir le grain de riz, eh bien, on va changer son apparence, changer son goût et changer sa texture. Donc, c'est-à-dire qu'on va enlever certaines épaisseurs de notre grain. Le blanchiment, eh bien, consiste à retirer justement le péricarpe et le tégument dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les couches externes, pour ensuite, eh bien, ne garder que la partie interne qui va être plus blanche. Donc, eh bien, on va obtenir un riz blanchi à partir d'un riz complet. Pour ça, eh bien, on va utiliser une machine à polir qui s'appelle la polisseuse. Le riz va être mis complet dans la polisseuse, puis eh bien, va subir des transformations pour ressortir ensuite poli. Et donc ici, eh bien, on peut observer un riz plat. Donc vous voyez ici de face et de profil votre grain de riz avant d'avoir été poli. Et ensuite, eh bien, après avoir été poli, vous avez encore une fois la vue de face et la vue de profil, donc qui correspondent, vous voyez, à la partie ici qui a été conservée entourée de rouge. Donc on a enlevé toute la partie extérieure. Même chose ici pour un riz conventionnel. Donc un riz ici plus ovale, avec sa vue de face et sa vue de profil. Et on va obtenir ici une partie plus ronde, mais avec un riz qui est blanchi. Le riz va donc être commercialisé sous différentes formes, avec différents noms, qui seront en lien avec son stade de transformation. Donc on trouvera du riz paddy, du riz complet, du riz blanchi, du riz étuvé. Alors, un petit zoom sur chacun de ces formes de commercialisation. Le riz paddy, eh bien lui, il est à l'état brut. Donc c'est un riz qui n'a pas été décortiqué, qui a conservé sa balle. Donc la balle, c'est l'enveloppe extérieure. Donc après battage, on a toujours la balle. Le riz blanc, c'est le nom que l'on donne au riz complet qui a subi une opération de blanchiment. Donc, eh bien, ce qui consiste à enlever, comme on l'a dit tout à l'heure, le péricarpe et les téguments, donc les enveloppes qui sont autour de la graine, ainsi que le germe, et donc il nous reste une partie beaucoup plus blanche, d'où son nom. Le riz étuvé, quant à lui, eh bien, est un riz qui a subi le traitement normal dans la rizerie, qui a été décortiqué, et ensuite, eh bien, qui a été transformé puisqu'il a subi un processus particulier qui s'appelle le processus d'étuvage, que je vais vous expliquer juste après, et tout cela à partir du riz brut qui s'appelle le paddy. Donc le riz étuvé, en fait, la méthode, elle consiste à tremper le riz sous une pression de vapeur d'eau avant de le décortiquer. Donc l'avantage de cette
de cette procédure, eh bien, c'est que le riz va être plus nourrissant que les autres riz blancs, puisque l'étuvage va faire migrer plusieurs nutriments vers le centre du grain et donc on aura moins de pertes. Alors, ici, vous avez un petit schéma que je ne détaillerai pas, mais qui permet quand même de constater ici que ce qui est représenté, les petits ronds là qui ont été agrandis, ce sont des vitamines ou des sels minéraux. Et on peut constater qu'avec le principe d'étuvage et la vapeur d'eau, eh bien, tous ces minéraux vont vers le centre du grain et vont être bien conservés pour ensuite être consommés. Alors, le riz est ensuite bien sûr séché puis poli pour devenir du riz blanc ou du riz brun étuvé. Autre avantage du riz étuvé, eh bien, les grains de riz cuit ne collent pas entre eux et ils sont bien plus tendres et détachés que ceux du riz blanc ou brun traditionnel. Et un autre aussi avantage, c'est que l'étuvage va modifier la structure des grains de riz et les rendre moins vulnérables aux insectes pour ceux qui ont besoin de stocker leur riz pendant un certain temps. Lorsqu'il est cru, le riz étuvé a un aspect assez doré, mais par contre, après cuisson, il redevient blanc comme neige. Le riz pré-cuit, quant à lui, a l'avantage forcément de réduire le temps de cuisson puisque, eh bien, il a été cuit déjà dans un premier temps. Pré-cuit, pré qui signifie avant, il y a eu une cuisson avant. Alors pour ceux qui souhaiteraient mettre en pratique, vous pouvez faire un arrêt sur image. Voici la recette du riz au lait proposée par le Journal des femmes. Donc avec comme ingrédients principaux le riz rond et le lait entier, bien sûr. Donc ça, c'est une recette pour 4 personnes. Et puis bien sûr aussi ajouter de la cannelle, du sel, du sucre en poudre, de la crème liquide, de la vanille. Alors, ce qui est important à retenir pour le riz au lait, le riz dessert, eh bien, c'est qu'il y aura une pré-cuisson à l'eau. Donc, dans une casserole, on verse 1 litre d'eau avec une pincée de sel qu'on porte à ébullition. On ajoute le riz et on laisse cuire pendant 3 minutes avant de l'égoutter. L'objectif est de nettoyer le riz pour le débarrasser de sa poussière et d'avoir déjà une pré-cuisson. Ensuite, eh bien, on verse le lait et la crème liquide dans une casserole. On gratte l'intérieur d'une gousse de vanille si on souhaite donner un petit goût supplémentaire. On ajoute les grains dans la casserole. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir inciser un bâton de cannelle dans la longueur et le plonger aussi avec le reste. Et on porte tout cela à ébullition pour finir par verser le riz et le sucre dans la casserole. On laisse cuire à feu doux pendant 30 à 40 minutes en surveillant et en remuant de temps en temps. Et on arrête la cuisson lorsque le riz est bien cuit et qu'il reste un peu de lait dans la casserole. À retenir également la préparation du riz créole. Donc ici pour le riz créole, eh bien, il nous faudra simplement du riz, de l'eau et du sel. Donc ce qu'il faut absolument retenir sur le riz créole, c'est que l'on va mettre à bouillir notre eau et y verser ensuite le riz, donc retenir le principe de cuisson du riz créole. Donc, je vous laisse les 3 étapes si vous souhaitez également mettre en pratique. Enfin, le riz pilaf, alors lui qui va démarrer non pas par une cuisson à l'eau, mais par une cuisson dans une sauteuse dans laquelle on aura fait chauffer de l'huile. On y mettra le riz qu'on va laisser devenir transparent puis doré en remuant avec notre spatule. Donc on sale, on poivre et ensuite on va ajouter à ce moment-là le liquide puisqu'on ajoutera un bouillon, hein, on aura fait bouillir de l'eau et on ajoutera le bouillon ensuite pour laisser cuire 20 minutes. Le riz pourra alors absorber le liquide. Voilà, se termine notre rappel sur les céréales et les dérivés. Au revoir et à bientôt!